présenter quelques éléments succincts, qui n'ont pas vocation à être exhaustifs évidemment, de synthèse et de recommandations issues des discussions d'hier et d'aujourd'hui. Pour rappel, l'objectif général du forum qui nous a réunis ces 2 jours était d'examiner et de mettre en évidence les liens qui doivent exister entre, d'un côté, les programmes de stabilisation et de l'autre, les opérations militaires de lutte contre le terrorisme insurrectionnel, couplées aux actions de sécurisation des populations conduites par les forces de sécurité intérieure dans le Sahel central et dans le bassin du lac Tchad. À l'initiative du gouvernement nigérien, à travers la Haute Autorité à la consolidation de la paix, le Forum de Niamey sur la paix et la stabilisation a réuni donc ces 2 derniers jours, les 24 et 25 mars 2021, un nombre important de décideurs politiques et institutionnels, de chercheurs, d'experts et de praticiens, ainsi que des diplomates et des représentants d'organisations internationales et nationales et de pays partenaires des États sahéliens et du bassin du lac Tchad. L'objectif de cette rencontre était donc de faire l'état des lieux de la situation, mais également de proposer des pistes de réflexion ainsi que des pistes d'action. Les présentations et échanges de ces 2 jours ont permis, au-delà du diagnostic d'une situation complexe, de dégager des constats et des recommandations stratégiques et opérationnelles, se fondant sur les travaux de recherche ainsi que sur l'expérience matérielle de terrain d'une large catégorie d'acteurs. Ce forum s'est tenu dans un contexte marqué par une dégradation continue du contexte sécuritaire, malgré les efforts mobilisés par les États du Sahel et du bassin du lac Tchad et leurs partenaires nationaux et internationaux, qu'il s'agisse de partenaires scientifiques, techniques, financiers, militaires ou encore diplomatiques. En témoignent malheureusement les dernières attaques sanglantes dans les régions nigériennes de Tillabéri et de Tawa, qui ont été évoquées à plusieurs reprises dans cette salle. Ce forum intervient également 1 mois après le sommet de N'Djamena, marqué par l'appel des États du G5 Sahel et de leurs partenaires à un sursaut civil, dans le cadre duquel le renouvellement des efforts intégrés des différents acteurs en matière de stabilisation pourrait tout à fait s'inscrire. La complémentarité des efforts civils, politiques et militaires est en effet revenue régulièrement au cœur des différentes interventions et des différents échanges. Un certain nombre de constats et de recommandations importantes donc ressortent des échanges de ces 2 derniers jours, parmi lesquels on peut mentionner, sans ambition d'exhaustivité, les quelques-uns que je vais vous présenter maintenant. Tout d'abord, relativement au diagnostic de la situation et aux recommandations qu'il appelle. L'insécurité qui sévit dans le Sahel central et dans le bassin du lac Tchad est la résultante d'une profonde crise des États couplée à une situation socio-économique difficile. La solution est donc d'abord politique et se trouve entre les mains des États et des acteurs politiques sahéliens en premier lieu, le rôle des partenaires externes étant un rôle d'accompagnement, d'appui et de soutien. Ce constat appelle une stratégie globale qui inclut, mais va aussi bien au-delà, une stratégie globale donc qui inclut, mais va également au-delà de l'action militaire. Comme l'ont réitéré plusieurs responsables militaires actuels et passés qui se sont succédés au podium, l'approche militaire est essentielle mais ne suffit pas. Ce constat requiert plutôt une approche sociétale large, que certains ont qualifiée de « whole of society approach ». Alors, je vais demander à mes collègues d'interrompre. Merci. Donc, une approche sociétale large, prenant en compte les enjeux de gouvernance à plusieurs niveaux. Tout d'abord, les enjeux de gouvernance sécuritaire. Il a été question dans cette salle de l'importance du professionnalisme et de la redevabilité des forces, du respect des droits humains dans le cadre des opérations, mais également de l'importance d'une réforme et d'un assainissement des pratiques de gestion interne aux institutions de sécurité. Réformer efficacement les systèmes de sécurité dans les pays du Sahel et du bassin du lac Tchad nécessite d'aller au-delà des mécanismes formels au sein des forces de défense et de sécurité, comme le renforcement des capacités opérationnelles des FDS, pour prendre en compte également les dynamiques informelles spécifiques à chacune de ces institutions. Deuxième élément important, la gouvernance politique. Des décennies de défaillance étatique ou d'insuffisance, à tout le moins, dans la fourniture des services sociaux de base, dans la gestion des ressources publiques, et une propension à la centralisation qui n'a pas toujours permis de démontrer la pertinence et l'utilité de l'État au niveau local, au plus proche des populations, a été relevée.
Il importe de rendre effective donc l'offre de l'État en réponse aux besoins essentiels de la population, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la justice, de la sécurité ou encore du développement. Les méthodes de gouvernance importent également. Inclusion des jeunes, inclusion des femmes, inclusion des groupes minoritaires et lutte contre les pratiques de gouvernance opaques afin de rétablir la confiance des citoyens dans l'appareil étatique et de fournir ainsi une base concrète, une base tangible à la refondation du contrat social que beaucoup parmi nous ont appelé de leur vœu. Ceci ne peut se faire que progressivement, en établissant des priorités pour concentrer les moyens et faire donc effet tache d'huile de manière à gagner les cœurs et les esprits des populations au détriment des groupes armés terroristes à terme. Troisième élément d'importance, la gouvernance économique. Les enjeux liés à l'informalité des systèmes économiques et à l'influence des facteurs de déperdition et de désespérance économique des communautés doivent être appréhendés. Cela a été soulevé hier et rappelé de nouveau aujourd'hui. Les efforts de stabilisation doivent se saisir de la nécessité de restaurer et de garantir la résilience socio-économique des communautés dans les zones les plus touchées, les plus affectées par les conflits et l'insécurité, en veillant toujours à considérer les besoins et les vulnérabilités spécifiques de toutes les couches sociales. Cela exige, tout en repensant les modèles de développement socio-économique, de rester attentif aux sociologies locales du travail, de faire montre d'une grande flexibilité et adaptabilité donc à ces contextes locaux, spécifiques et variables d'une communauté à l'autre. Donc l'impératif, en somme, de résister à la tentation d'un prêt-à-porter. Ainsi, la stabilisation étant une entreprise plurielle avec diverses composantes multidimensionnelles, elle mobilise logiquement une vaste gamme d'acteurs. La multiplicité des acteurs impliqués dans les processus ou initiatives de stabilisation et de soutien à la lutte contre l'extrémisme violent de manière générale et le terrorisme insurrectionnel spécifiquement représente certes une opportunité en termes de mobilisation de ressources et de bonne volonté. Toutefois, cette multiplicité d'acteurs pose également des défis importants en termes de coordination, d'alignement et d'harmonisation des agendas, ainsi qu'en termes de séquençage des interventions. Par ailleurs, la coordination des approches de stabilisation exige leur alignement donc, sur les priorités définies au niveau national, dans le cadre d'une stratégie elle-même définie et pilotée par les États, en prenant en compte les besoins réels des communautés prises dans leur diversité et dans leur spécificité. De ce point de vue, il importe de prendre en compte les contributions de la société civile, locale et nationale, comme cela nous a également été rappelé dans la salle. L'insécurité se répand très vite, et les entrepreneurs de la violence, de l'insécurité, de la criminalité, fussent-ils des groupes extrémistes violents, des bandes organisées, ne se circonscrivent pas, ne se limitent pas dans des territoires ou dans des espaces prédéfinis. Il importe donc de se positionner de manière proactive et anticipative pour contrecarrer l'expansion de ces groupes en tenant compte des réalités extrêmement concrètes du terrain, qui sont des réalités physiques, mais qui sont également des réalités sociologiques. Devant la capacité d'adaptation et la résilience de ces acteurs, mais aussi l'évolution rapide, très rapide des contextes auxquels nous sommes confrontés, il y a une nécessité impérative pour les acteurs de la stabilisation et de la lutte contre le terrorisme insurrectionnel de développer davantage d'agilité, une capacité d'analyse conceptuelle qui soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus réactive, approfondie et qui permette donc de contrer l'expansion et la contamination des zones périphériques et des zones tampons. Au-delà de cette agilité réactive, il faut également cultiver et préserver une capacité d'anticipation, indispensable si l'on veut pouvoir faire de la prévention et se placer en avant-garde des problèmes émergents. Cette prévention a vocation à être à la fois structurelle, en s'attaquant aux causes profondes de l'insécurité et de l'emprise des groupes terroristes sur des territoires et des communautés données, que beaucoup plus opérationnelle et donc immédiate. Cette capacité d'anticipation ne saurait aller sans une capacité d'écoute également, et je pense que cela a été largement rappelé cet après-midi. Cette capacité d'écoute, il faut l'entendre comme la volonté et la capacité à rétablir un dialogue substantiel et constructif, qui soit un dialogue à double sens, avec les communautés, et ceci à travers donc une approche qui permette de se donner les moyens de remettre les préoccupations auto-identifiées
des populations au cœur de l'agenda. Relativement aux enjeux opérationnels liés à la sécurisation, à l'action militaire et au rôle de la chaîne pénale dans la lutte contre le terrorisme insurrectionnel, qui ont également été évoqués, une fois de plus, l'approche holistique n'équivaut pas à renoncer aux actions de sécurisation, loin de là, mais plutôt à les inscrire dans une approche stratégique plus large et résolument politique. Au niveau opérationnel, le déploiement et l'activité des forces de défense et de sécurité a notamment vocation à créer des rapports de force favorables en affaiblissant les groupes armés terroristes afin de les vaincre tactiquement. Cela doit prendre en compte la rupture de la chaîne d'approvisionnement et des circuits de financement qui alimentent ces groupes, financement local, régional, endogène, tout comme externe. Le rôle de la chaîne pénale dans le traitement de cette forme d'insurrection recourant à des modes d'action terroristes a également été évoqué, un peu tardivement, mais de manière très importante, je pense, par l'un des derniers intervenants cet après-midi. Mais c'est bien aux politiques de trouver en définitive une solution pérenne avec les différents acteurs et de mettre en place les solutions globales pour la reconquête progressive des zones perdues et la stabilisation des zones qui sont actuellement menacées. Au plan opérationnel, donc, certaines recommandations extrêmement pratiques ont été formulées dans cette salle, notamment l'importance de poursuivre sur le plan sécuritaire l'autonomisation des forces africaines, notamment dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel, mais également à travers des approches spécifiques aux forces nationales. Il a été rappelé l'importance donc des mécanismes nationaux de gestion de l'appareil sécuritaire. Mettre en place des politiques de renseignement adaptées, tirées de l'expérience. Il a été rappelé que le renseignement, au-delà des outils technologiques, est d'abord une question humaine. Le renseignement humain donc, doit être mis de l'avant et complété par l'imagerie, la guerre électronique, etc., mais surtout doit rester au cœur de l'approche. Et sur le plan opérationnel, la création des unités spéciales sur lesquelles le général Foucault est revenu tout à l'heure pour des questions de définition, sans être la seule option, donc le recours à ce type d'unité peut faciliter la conduite de réponses tactiques adaptées. Nous avons eu le partage d'expériences de projets tels que le Garci qui ont permis de souligner ces éléments importants. En définitive, la stabilité et la lutte contre le terrorisme insurrectionnel constituent un continuum et doivent être appréhendées comme telles. De ce point de vue, l'option conceptuelle de regarder la question du terrorisme sous le prisme du dogme contre-insurrectionnel ouvre de nouvelles pistes stratégiques et opérationnelles que le forum de ces 2 derniers jours a permis d'explorer. Toutefois, cette exploration doit continuer et je pense qu'il existe encore beaucoup d'enseignements à tirer à travers les approfondissements des échanges et des réflexions dans les semaines et les mois à venir. Je vous remercie. Merci, Madame Modéran. Évidemment, ces synthèses seront mises sur ligne pour que tous les conférenciers puissent avoir accès, ainsi que d'ailleurs tous les documents de la conférence que nous pourrons récupérer seront mis sur une liste sur le site de la conférence. Merci bien. Donc, moi, je vais procéder à la petite allocution.